Bonjour et bienvenue sur IFA News. IFA News, c'est votre magazine d'information juridique et fiscale. Aujourd'hui, la thématique que nous allons aborder, c'est 5 thèmes particuliers. Premier thème, nous aurons l'occasion de parler des ETNC. Deuxième thème, la désignation bénéficiaire et notamment son formalisme. En 3, nous verrons l'assurance vie et le bouclier fiscal, notamment à travers l'arrêt des mots. Nous traiterons ensuite de la naissance de l'ACP, l'autorité de contrôle prudentiel. C'est important et on en saura plus là-dessus. Et enfin, nous ferons un zoom tout à fait particulier sur l'acceptation bénéficiaire et notamment ses conséquences en matière d'ISF. Tout de suite, notre premier thème, les ETNC. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Claire. Bonjour Claire. Bonjour Jean-Jacques. Claire est juriste au sein de HSBC Assurance. Alors, la loi de finances rectificative pour mars 2010 est venue apporter un certain nombre de modifications en matière de revenus, notamment de souscription par des non-résidents. Avant de parler de cette loi de finances, qu'en était-il des souscriptions avant cette loi de finances par les non-résidents? Tu peux nous la rappeler? Oui, alors avant la loi de finances, on regardait les conventions fiscales conclues entre les pays. Si un taux conventionnel était prévu, on appliquait ce taux. Si le client souhaitait ne pas appliquer le taux conventionnel ou s'il n'existait pas de convention avec le pays de résidence du souscripteur, à ce moment-là, on appliquait le taux de PLF applicable aux résidents fiscaux français sans les prélèvements sociaux. Alors, quel a été l'apport de cette loi de finances rectificative? Alors, la loi a créé un nouveau taux de 50% applicable lorsque les revenus bénéficient à des personnes qui ont leur domicile fiscal ou qui résident dans un État ou un territoire non coopératif. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ETNC, un territoire non coopératif? Alors, pour être qualifié d'ETNC, l'État ou le territoire doit cumuler 4 critères. Donc les 4 critères, l'État ou le territoire ne doit pas être membre de la communauté européenne, il ne doit pas, sa situation au regard de l'échange au niveau de l'information fiscale doit avoir fait l'objet d'un examen par l'OCDE, il ne doit pas avoir conclu avec la France une convention d'assistance administrative permettant l'échange de renseignements en matière fiscale, qui permettent l'application des législations fiscales des parties. Et il ne doit pas non plus avoir conclu avec au moins 12 autres États ou territoires une telle convention. D'accord, alors des exemples de TNC. Alors, par exemple, en 2010, on peut citer les Grenadines, Panama, le Costa Rica, voilà, Partout où on passe d'agréables vacances. Voilà, il y a 18 États ou territoires en 2010. Ok, et donc cette liste est remise à jour régulièrement, Claire? Alors oui, cette liste est remise à jour tous les 1er janvier de chaque année. Alors Claire, est-ce qu'un territoire non coopératif peut quand même avoir signé une convention fiscale avec la France? Et quelles en sont les conséquences? Alors oui, tout à fait. Une convention fiscale tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu peut avoir été conclue avec la France. À ce moment-là, il faut appliquer le taux prévu par la convention lorsqu'on verse les revenus aux non-résidents. Et dans cette fameuse liste des 18, il existe un État qui a signé une convention avec la France? Alors oui, en 2010, un seul État, les Philippines. Ok, merci beaucoup Claire. On se retrouve tout de suite sur notre deuxième thématique, l'acceptation bénéficiaire et son formalisme. Alors, le formalisme de la désignation bénéficiaire. Pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Christian Imbert, directeur juridique chez HSBC Assurance. Bonjour Pierre-Christian. Bonjour. Alors, un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, donc tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors en fait, il s'agit d'un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu en septembre de l'année dernière, en septembre 2009, dans laquelle la Cour d'appel a jugé que dans une modification de clause bénéficiaire, où l'assureur n'avait pas daté son document, il n'en restait pas moins que la clause bénéficiaire était valable. Cet arrêt est tout à fait logique car l'article 132.8 du Code des assurances n'impose aucun formalisme de la désignation ou la modification de la clause bénéficiaire. L'assureur se devait donc d'exécuter la nouvelle clause et non pas de payer les anciens bénéficiaires au décès de l'assuré. Voilà, pour autant, il faut quand même être prudent, j'imagine, quand on rédige une désignation bénéficiaire. Quelques règles s'imposent. Alors, bien entendu, il vaut mieux éviter ce type de situation et en amont, la clause bénéficiaire doit être rédigée de manière claire et précise et être notifiée sans délai à l'assureur. Toutefois, lorsque ce n'est pas le cas, comme c'était le cas dans l'arrêt de la Cour d'appel du mois de septembre, le juge va rechercher quelle était l'intention du souscripteur et pour cela, il ne va pas s'arrêter à la forme du document. Voilà, et donc ce qu'on peut quand même dire, c'est que le client, avec son conseiller, rédige correctement la clause pour éviter de se retrouver dans les tribunaux. Voilà, bien entendu, c'est aussi le rôle des conseillers en gestion de patrimoine de bien conseiller leurs clients dans la rédaction de la clause bénéficiaire. Merci Pierre-Christian. Donc tout de suite, assurance vie et bouclier fiscal.
Assurance vie et bouclier fiscal. Pour nous en parler, on retrouve Claire. Claire, donc tu vas nous parler de cet arrêt du Conseil d'État, ce fameux arrêt Nemo. Donc qu'est-ce qu'il a apporté cet arrêt Nemo? Voilà, alors rapidement Jean-Jacques, un bref rappel de l'arrêt du 13 janvier 2010, donc du Conseil d'État, qui a annulé les dispositions de l'instruction relative au bouclier fiscal, qui incluait dans les revenus à prendre en compte pour le calcul du bouclier les produits des fonds en euros, des contrats multisupports, principalement investis en actions. Et on sait qu'il y avait vraiment débat sur ce principalement. Donc maintenant, aujourd'hui, si on investit 100% en euros sur un contrat en unité de compte, peu importe. Voilà, donc c'est ce que nous dit le Conseil d'État. Aujourd'hui, quelles que soient les sommes investies sur les fonds en euros des contrats multisupports, le souscripteur est en droit de ne pas les inclure dans les revenus du calcul, pour le calcul du bouclier. Ok, merci beaucoup Claire. Et maintenant, pour nous parler de la création de cette autorité de contrôle prudentiel extrêmement importante, on va retrouver tout de suite Pierre Christian. Naissance de l'autorité de contrôle prudentiel. Pour nous en parler, on retrouve Pierre Christian. Pierre Christian, tu peux nous dire et nous préciser ce qu'est l'autorité de contrôle prudentiel? Alors, tout d'abord, la fusion des autorités prudentielles est intervenue par l'ordonnance du 22 janvier 2010 et l'ACP, l'autorité de contrôle prudentiel, a pu démarrer son activité courant mars 2010 avec la nomination de ses membres. En fait, il s'agit de la fusion de 4 entités préexistantes, 2 du côté du secteur bancaire et 2 du côté du secteur de l'assurance. Du côté du secteur bancaire disparaissent la commission bancaire et le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Et du côté de l'assurance, la CAM, autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, qui était en charge du contrôle des assureurs, et le comité des entreprises d'assurance, qui était chargé des agréments. Ces 4 entités se fondent et voient leurs prérogatives transférées à la nouvelle ACP. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler les objectifs de cette ACP? Alors, les objectifs de cette ACP sont triples. Accroître la stabilité du secteur financier, renforcer la sécurité des épargnants et enfin permettre à la France de pouvoir peser plus fort dans les négociations internationales et en Europe quand il s'agit de réformer la gouvernance des marchés financiers. Et qu'en est-il, Pierre Christian, des relations entre l'ACP et l'AMF? Alors, c'est vrai que l'AMF continue d'exister. Toutefois, il est prévu une coopération institutionnalisée entre l'AMF et la nouvelle ACP par la création d'un pôle commun. Ce pôle commun est notamment rendu nécessaire par une grande application ou une application croissante des produits financiers, par exemple entre assurance et OPCVM. Et ce pôle commun va notamment recevoir les demandes et réclamations des clients relativement à leurs produits financiers. Et lorsque cette réclamation sera examinée, elle remontera ensuite soit à l'ACP, soit à l'AMF en fonction de la compétence de chacune des autorités. Merci Pierre Christian. On enchaîne sur le Zoom du mois, l'acceptation bénéficiaire et ses conséquences en matière d'ISF. Notre Zoom du mois concerne donc l'acceptation bénéficiaire et ses conséquences en matière d'ISF. Pour tenter de répondre à cette question, on va auparavant redécrire le régime juridique parce qu'il est important. On a eu cette loi de décembre 2007. Claire, est-ce que tu peux nous rappeler les conséquences d'une acceptation de bénéficiaire avant cette loi de décembre 2007 ? Oui, alors avant la réforme de 2007, il était admis par la doctrine et la jurisprudence que l'acceptation bloquait le rachat. Donc ce principe n'était pas clairement écrit, mais était tiré de l'interprétation faite par la doctrine et la jurisprudence de l'article du Code des assurances sur l'acceptation. Donc il était considéré que le rachat entraînait la révocation indirecte du bénéficiaire. Or, la révocation du bénéficiaire étant interdite après l'acceptation, il était logique de bloquer le droit au rachat. Donc on a bien eu quelques décisions d'espèce de cour d'appel en sens inverse qui ont admis le rachat en dépit de l'acceptation, mais il n'existait pas avant la réforme de position claire sur le principe. Merci Claire. Pierre Christian, donc L130 de 9 depuis décembre 2007. Tu peux nous en parler ? Alors, la loi de décembre 2007 vient clarifier pour l'avenir le régime de l'acceptation bénéficiaire. Elle précise clairement que l'acceptation bloque le droit de rachat, mais impose que l'acceptation soit subordonnée à l'accord écrit du souscripteur. L'acceptation doit donc être formalisée. Il peut s'agir soit d'un acte tripartite entre l'assureur, le souscripteur, le bénéficiaire, soit d'un acte sous seing privé ou authentique signé entre le souscripteur et le bénéficiaire, mais alors il doit être notifié par écrit à l'assureur. L'article L132.9 a donc été modifié et donc dispose maintenant clairement que l'acceptation bloque le rachat. Oui, et Pierre Christian, le sort des acceptations, donc avant cette loi de décembre 2007, qu'en est-il ? Pour les acceptations qui ont été faites avant 2007, la Cour de cassation a rendu le 22 février 2008 un arrêt de principe.
Elle a indiqué, la Cour de cassation, que lorsque le droit de rachat est prévu dans le contrat d'assurance, le bénéficiaire acceptant n'est pas fondé à s'opposer à une demande de rachat du souscripteur, sauf si le souscripteur a expressément renoncé à son droit de rachat. En fait, cette position est fondée sur le fait qu'il existe dans le Code des assurances, un droit de rachat qui est d'ordre public, et même si le souscripteur ne peut plus être évoqué après l'acceptation, ce droit de rachat existe toujours. Donc, pour les contrats acceptés avant le 19 décembre 2007, et en dépit de l'acceptation du bénéficiaire, le souscripteur peut toujours racheter son contrat. Bien, il était donc important de faire un point juridique sur l'acceptation bénéficiaire et on va traiter maintenant des conséquences fiscales en matière d'ISF. Alors Claire, est-ce que tu peux nous rappeler s'il y avait une doctrine, une jurisprudence en matière d'ISF avant cette loi de décembre 2007 ? Alors oui, et la question est de savoir si le contrat accepté conserve malgré tout son caractère rachetable et doit donc de ce fait être déclaré à l'ISF. Donc la Cour de cassation, par une décision de 2005, a jugé que lorsque le bénéficiaire donne son accord pour le rachat, le contrat a un caractère rachetable et doit donc être déclaré à l'ISF. Donc certains ont pensé qu'à contrario, lorsque le bénéficiaire ne donnait pas son accord pour le rachat, le contrat n'était pas rachetable et échappait ainsi à l'ISF. La Cour de cassation a tranché par l'arrêt du 22 février 2008, par un arrêt qui n'est pas fiscal, mais qui précise que l'acceptation n'a pas pour effet de rendre le contrat non rachetable. La conséquence logique est donc l'intégration de la valeur du rachat dans le patrimoine ISF du souscripteur. Pierre-Christian, donc nouveau L132.9 depuis décembre 2007. Position de l'administration fiscale en matière d'ISF ? En effet, depuis la réforme de l'acceptation intervenue en 2007, il n'existait ni doctrine ni jurisprudence fiscale en matière d'ISF et d'acceptation. C'est pour cette raison que la réponse ministérielle Delez du 16 février dernier était très attendue. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette réponse ministérielle Delez ? Alors, dans cette réponse, l'administration commence par rappeler les évolutions du régime juridique de l'acceptation, évolutions que l'on vient de rappeler dans notre exposé. Puis, l'administration estime que le bénéficiaire acceptant peut toujours donner son accord au souscripteur pour effectuer un rachat. Donc, aux yeux de l'administration, le contrat reste rachetable. On l'aura deviné, pour l'administration, ce contrat doit donc toujours être déclaré pour sa valeur de rachat au 1er janvier à l'ISF. Alors Claire, cette prise de position de l'administration fiscale surprenante ? Alors non, cette décision n'est pas tellement surprenante, même si elle fait débat, puisqu'elle est dans la lignée d'une autre décision récente de janvier 2010, par laquelle l'administration est venue préciser pour les contrats en euros diversifiés comportant une clause d'indisponibilité temporaire que la valeur de rachat de ces contrats devait être déclarée à l'ISF puisque la clause d'indisponibilité n'a pour conséquence que de différer la possibilité de racheter et ne remet pas en cause l'existence d'une créance dans le patrimoine du souscripteur. La valeur de rachat, tous les 1er janvier de chaque année, doit donc être déclarée à l'ISF. Merci Claire, merci Pierre-Christian et chers amis, rendez-vous le mois prochain pour un nouvel IFA News.